Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie et de photographie de la mer. Depuis l'Antiquité, la mer occupe une place centrale dans l'imaginaire humain, symbolisant à la fois l'aventure, le mystère et la puissance de la nature. Dans l'Odyssée d'Homère, la mer est omniprésente, servant de théâtre au périple d'Ulysse où elle incarne à la fois un chemin vers la découverte et un obstacle semé d'épreuves. Au fil des siècles, les artistes ont puisé dans cet imaginaire pour représenter la mer sous diverses formes. Par exemple, au XVe siècle, Sandro Botticelli a peint la naissance de Vénus, où la déesse émerge des flots d'une coquille symbolisant la beauté née de la mer. Ça, c'est un exemple parmi des dizaines et des dizaines qu'on pourrait prendre. Je vais continuer à prendre quelques-uns que j'aime particulièrement dans cette vidéo. Par exemple, au XIXe siècle, le romantisme a mis en avant la mer comme reflet des émotions humaines. Caspar David Friedrich, dans Le moine au bord de la mer, illustre la petitesse de l'homme face à l'immensité marine, évoquant le sublime et la contemplation. La mer a également inspiré des œuvres emblématiques telles que la Grande Vague de Kanagawa d'Okusai, une estampe japonaise du XIXe siècle qui capture la puissance des flots avec une esthétique saisissante. Et vous devez déjà sans doute la connaître à mon avis. En France, on a par exemple Claude Monet qui est une figure majeure de l'impressionnisme et qui a peint l'impression au soleil levant, représentant le port du Havre au lever du jour où la mer et le ciel se confondent dans une atmosphère brumeuse. Ces œuvres illustrent la fascination constante des artistes pour la mer, source inépuisable d'inspiration. La photographie de la mer s'inscrit naturellement dans cette tradition artistique, offrant une perspective contemporaine sur cet éternel motif. Et au-delà de ça, ce que l'on va pouvoir voir dans cette vidéo, c'est comment, à partir d'un même sujet, on peut arriver à des résultats très différents. Tout dépend de la vision de l'artiste, c'est ce que je répète tout le temps. Et on va commencer par Initium Maris, les petites carnets de bord de Nicolas Le Floch. Et je suis content de pas avoir jarvé, en faisant ça, parce que je suis pas passé loin. Les petits carnets de Nicolas Le Floch, ça ressemble à ça. Nicolas Le Floch a entrepris une vaste exploration photographique des paysages sous-marins avec son projet Initium Maris, qui s'étend sur plusieurs années. Ce travail a donné lieu à 3 carnets de bord, chacun documentant une période spécifique de l'expédition. Je possède ces 3 carnets qui offrent une plongée progressive dans la recherche artistique et scientifique. En parallèle, un livre global a été publié chez Roma Publications, regroupant l'ensemble du projet, qui apporte une vision encore plus profonde et complète de cette aventure sous-marine. Un livre que je n'ai pas, mais que je rêve d'avoir. Voilà, faut juste que je l'achète un jour, c'est tout. Le projet Initium Maris s'inscrit dans la série Paysages productifs initiée en 2015. Il vise à dresser un inventaire des paysages sous-marins des côtes françaises en combinant photographie et observation scientifique. Nicolas Floch explore les différentes façades maritimes des côtes bretonnes à la Loire-Atlantique en passant par exemple le Japon. Son objectif, c'est de documenter l'état des fonds marins à un instant donné et interroger leur évolution face aux changements climatiques et aux pressions humaines. Les photographies, majoritairement en noir et blanc, sont prises en lumière naturelle, avec un objectif grand angle. Elles révèlent des paysages insoupçonnés, des forêts d'algues, des falaises sous-marines, des traînées dans le sable ou encore des colonies de coraux. Capturées entre 0 et 50 mètres de profondeur, ces images offrent une approche panoramique et immersive de cet univers fragile et en constante mutation. Par son travail, Nicolas Le Floch ne cherche pas seulement à documenter ces paysages, mais aussi à renouveler notre imaginaire de l'océan. En s'éloignant des représentations traditionnelles centrées sur la faune exotique et les couleurs éclatantes, il propose une vision à la fois poétique et engagée, où l'eau devient un marqueur des transformations globales en cours. Et moi j'adore. On va passer au deuxième projet, toujours pour vous montrer les différentes approches artistiques qu'on peut avoir d'un même sujet, en l'occurrence évidemment la mer. On est parti, et ça s'appelle, je vous l'attrape, An Ocean Between the Waves de, j'arrive jamais à le dire, Geert Mottmans. Désolé. Né en 1972 à Hasselt, Geert Mottmans est un diplômé de la section mode de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, où il vit et travaille toujours en tant qu'artiste et créateur de mode. Ressentant le besoin de s'exprimer par l'image, il suit ensuite des cours de photographie dans la même Académie des beaux-arts, et en 2018, il crée le Francis Studio, qui est l'acronyme de Fragments et Instants Collectés. Un projet alliant photographie et collage ou nostalgie personnelle, thèmes naturels, sacrés et architecturaux se confondent dans des compositions surréalistes. An Ocean Between the Waves est un livre de Geert Mottmans qui rassemble des photographies en noir et blanc prises sur film 35 mm et des collages réalisés à partir de différents négatifs exposés directement sur un agrandisseur. Il propose une exploration visuelle du paysage où nature et mémoire s'entrelacent. Les photographies montrent des scènes de bord de mer, de montagnes escarpées et de forêts denses. Le grain du film et l'impression sur papier bambou donnent aux images une texture brute et légèrement vaporeuse. Certaines pages juxtaposent des clichés à décollage où des fragments de paysage sont surexposés, colorisés ou redessinés. Ces interventions graphiques, souvent intégrées de manière subtile, transforme la perception du paysage en y ajoutant une dimension subjective et interprétative. L'édition du livre suit une mise en page rythmée, des images pleines pages alternent avec des compositions plus fragmentées, et certaines scènes se prolongent sur une double page accentuant l'effet d'immersion. Le choix d'imprimer certaines images en couleurs contrastées, notamment avec des teintes pastel ou saturées,
crée un dialogue entre photographie et abstraction. Le titre fait référence, je pense, à la chanson du groupe War on Drugs, qui s'appelle pareil, et qui renforce l'idée de mouvement et de fluidité dans la construction du livre. Contrairement aux autres ouvrages présentés dans cette vidéo qui adoptent une approche plus documentaire ou narrative, ce livre se distingue par son aspect plus conceptuel et étudié. Il propose une lecture du paysage qui oscille entre réalité tangible et recomposition mentale, observation directe et appropriation artistique. Le prochain projet, ça va être quelque chose d'un poil différent de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. J'ai un abonné qui travaille sur la photographie de la mer, qui s'appelle Clément Donadé, qui fait de la photographie sous-marine. Je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui pratique ce dont je parle cette fois-ci, parce que moi je consomme de ce genre de photographie, mais j'en ai jamais fait. Donc je lui ai proposé de m'envoyer une petite vidéo pour présenter son travail, nous parler d'une de ses images sur la chaîne. Ça va être maintenant, je lui laisse la parole et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour, je m'appelle Clément et j'habite dans la région toulonnaise. Je pratique la photographie sous-marine depuis environ 4 ans. Je fais essentiellement des photographies en noir et blanc. J'aime bien prendre le contre-pied des photographies éclatantes et pleines de couleurs qu'on peut voir dans les magazines consacrés au monde sous-marin. J'utilise le noir et blanc pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue technique, il permet de gommer les différences de teinte entre les photos. Suivant la période de l'année, la météo, la profondeur ou la turbidité de l'eau, on ne va pas retrouver les mêmes teintes et donc le noir et blanc permet plus facilement d'harmoniser une série. Ensuite, ce que j'aime particulièrement dans la plongée sous-marine, c'est la sensation d'apesanteur et de liberté lorsqu'on évolue dans les 3 dimensions. Et c'est ce que je cherche à retranscrire dans ma photographie. Il y a une citation de Jacques-Yves Cousteau que j'aime beaucoup et qui résume parfaitement ce que je ressens lorsque je suis sous l'eau. La raison pour laquelle j'aime la mer, je ne peux pas l'expliquer, c'est physique. Lorsque vous plongez, vous commencez à vous sentir comme un ange. C'est une libération de votre peau. Le noir et blanc permet d'effacer la limite entre la mer et le ciel, et donc renforce cette sensation de voler. J'ai justement choisi de mettre cette citation de Cousteau comme seul texte d'un zine que j'ai auto-édité en 2022. J'ai appelé ce zine Cap Brun, car c'est tout simplement le lieu de départ de la majorité de mes plongées. À l'époque, je passais mon niveau 3 de plongée bouteille, ce qui ne me permettait pas de faire beaucoup de photos. J'en ai profité pour prendre un peu de recul sur mes archives et faire un premier editing. Il y a une image que j'aime bien dans ce carnet, c'est celle de la méduse Rhizostom. Il s'agit d'une des toutes premières images sous-marines que j'ai prises sous l'eau. Je venais de recevoir mon matériel, un Sony RX100 M5 et son caisson. J'ai commencé par faire une série d'apnées à 15-20 mètres avec le caisson seul pour tester l'étanchéité, et je suis tombé nez à nez avec cette magnifique méduse que je n'avais jamais vue. Je suis vite retourné sur le rivage chercher l'appareil pour revenir la prendre en photo. En 2023, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour le festival photo Impulse qui s'est tenu à Arles du 1er mars au 31 mai. C'était très intéressant puisqu'on a pu avoir un vrai accompagnement pour retravailler l'editing de nos images et construire la scénographie. J'ai été exposé dans la galerie Fisheye et ça a été une très belle expérience. Je travaille actuellement sur un projet de photo d'épave. J'adore ces amas de tôle et ferraille en tout genre, plus ou moins bien conservés, qui garantissent souvent des plongées inoubliables. Ces récifs artificiels regorgent de vie, la faune et la flore sous-marine en prenant possession au bout de seulement quelques années. Malgré tout, il ne faut pas oublier que ces navires, avions et sous-marins sont devenus des épaves bien souvent à l'occasion de fortunes de mer ou lors des derniers grands conflits armés. En fait, explorer ces sites de plongée, c'est avant tout explorer des subcultures. Dans ce projet, j'essaie de faire le lien entre ces formidables habitats pour la vie sous-marine et la mémoire des hommes qui l'habitent. Voilà, j'espère que mes images vous auront plu. Vous pouvez retrouver mon compte Instagram en description, et si vous êtes intéressé, il me reste quelques exemplaires du zine Cap Brun en stock. Salut! J'espère que l'intervention de Clément vous a plu, c'était une première pour lui, c'est pas forcément facile, donc soyez cool. Et il y a son Instagram dans la description si vous voulez le remercier de participer, aller voir ce qu'il fait, etc. N'hésitez surtout pas. Si j'ai déjà une vision, mon travail est presque terminé, le reste n'est qu'un problème technique, dit Hiroshi Sugimoto. En 1980, Sugimoto débute sa série Seascapes sur la mer. Si vous ne savez pas qui est Sugimoto, ce qui est un de mes photographes préférés, je vous invite à lire mon article dessus. Je vais pas revenir sur toute sa biographie qui est très longue dans cette vidéo, mais le lien est dans la description. Faites-vous un petit café, regardez ça tranquillement, vous avez le temps. Et les Seascapes de Sugimoto, ça ressemble à ça. Tadam! Dans ce livre, le temps est au cœur du sujet, mais le temps historique, pas le temps de pause de la prise de vue. En effet, Sugimoto cherchait à enregistrer une scène qui est restée inchangée depuis l'apparition de l'homme sur la planète. Une scène primitive, et forcément, il a pensé à la mer. Avant de décortiquer une image de la série, il va falloir poser 2 éléments pour comprendre comment l'idée est venue à Sugimoto et ce qui l'a influencé. Mais le plus simple, c'est encore de lui laisser la parole, donc je vais vous citer Sugimoto qui raconte « Un soir à New York, en 1980, une question s'est mise à me tourner dans la tête. Est-il possible à un homme aujourd'hui de voir le même paysage que les premiers hommes ?
J'ai essayé d'imaginer le mont Fuji et la cascade de Nachi au temps les plus reculés, mais si l'on remonte à une échelle de 100 000 ou d'1 million d'années, il est probable que la silhouette du mont Fuji n'avait pas le même aspect qu'aujourd'hui. Il devait alors y avoir deux monts Fuji, celui que nous connaissons et le volcan Dakon avant l'effondrement de son sommet et la formulation de la caldeira du lac Dashino. Si l'on suit sur la base du mont Hakone, on imagine aisément que c'était autrefois une montagne aussi importante que le mont Fuji. La vue de ces deux monts rivalisant de prestance devait être magnifique. La surface de la Terre a malheureusement changé d'aspect du tout au tout, mais qu'en est-il de la mer? C'est ainsi que j'ai entrepris de voyager pour voir les mers du monde entier avec ma machine mentale à remonter le temps, et je viens de vous citer Hiroshi Tsujimoto de tête, parce que voilà, j'aime beaucoup son travail et je les connais par cœur évidemment. C'est cela, oui. Voilà, l'idée de base est on ne peut plus simple. Tsujimoto a voulu photographier le paysage, non pas celui que l'on peut voir, qui est caractéristique de notre époque, mais celui que les premiers hommes ont pu voir, et nous aussi, puis les suivants, et ainsi de suite. Il s'est donc décidé à photographier la mer, au-delà de l'idée, que j'apprécie particulièrement, mon goût pour Tsujimoto n'est pas un secret, je viens de vous le dire, je trouve ça d'une force assez incroyable. La photographie est un art du temps et du présent, on choisit un petit moment de ce temps présent pour le conserver pour l'éternité. Lui a fait complètement l'inverse, il refuse de choisir un moment unique, il se penche sur l'éternité, une approche subtile, délicate, habile, comme le reste de son travail en général. On cite souvent Le Pêcheur d'Islande datant de 1886, écrit par l'écrivain et officier de la marine Pierre Loti, pour parler des Seascapes de Tsujimoto. Dedans, le héros du roman y dit « Cet horizon, qui n'indiquait aucune région précise de la Terre, ni même aucun âge géologique, avait dû être tant de fois pareil depuis l'origine des siècles qu'en regardant, il semblait vraiment qu'on ne vit rien que l'éternité des choses qui sont et qui ne peuvent se dispenser d'être. La mer, telle que le montre Tsujimoto, a toujours été comme ça depuis qu'elle existe et sera toujours comme ça tant qu'elle existera. Même si l'image a été fabriquée avec une pause de quelques minutes, voire quelques heures, elle contient un temps long, très long, plus long que l'on ne pourrait jamais l'expérimenter. Voilà pourquoi je peux rester des minutes et des minutes à contempler les images de Tsujimoto, en particulier celles de ce projet. Deuxième point, parce que j'avais dit qu'il y en avait deux, suivez. Tsujimoto a été influencé par le minimalisme et notamment par le travail du peintre Mark Roscoe. Ce peintre minimaliste a tout éliminé de son art, la réalité, le sens, la forme et la couleur, jusqu'à aboutir à cette forme ultime d'œuvre produite dans l'année ayant précédé son suicide, en 1970. Je vous la mets à l'écran. Mettre une infinité de temps dans une image censée n'en capturer qu'une fraction, le faire avec minimalisme, nous avons les deux piliers sur lesquels repose ce travail. Et Tsujimoto va s'y consacrer pendant 22 ans et sur tous les continents. Je vous mets une image à l'écran et on va se pencher sur cette image en particulier qui était prise dans l'Atlantique Nord sur l'île du Cap Breton en 1996. Bien que j'aurais pu prendre n'importe quelle image de la série pour exemple. La continuité et la cohérence étant un axe fort de son travail, c'est sans surprise que les images se confondent un peu dans le livre. Mais c'est encore une fois un choix, un parti pris artistique. Souvenez-vous, ici, et comme toujours, c'est pas parce que c'est différent de ce que vous voyez d'habitude que c'est moins bien. Penchons-nous donc maintenant sur cette photographie. Tout d'abord, il y a une atmosphère calme, apaisée, sans friction. Elle est due au temps de pause très long, de près d'1 heure et demie. La plupart des photographies de nuit réalisées dans ce projet ont un temps de pause très éloigné de celles produites la journée. Celle aussi longue en représente à peu près 10% du livre. On a aussi la Lune, et Tsujimoto déclare à son sujet « Je ne peux pas photographier la Lune, mais simplement son passage sur l'eau et la lumière qu'elle émet. » Pour ce faire, il a dû calculer précisément son parcours avant de faire l'image, bien ajuster son cadre et son temps de pause pour que celle-ci ait le temps de traverser le négatif, tout en laissant un peu de zone plus sombre, répartie de façon égale de chaque côté de l'image. Vous remarquerez aussi que l'image est nette, elle a été prise depuis la terre ferme, et l'horizon coupe parfaitement l'image en deux parties égales. Il se trouve au même niveau sur toutes les images de la série, l'horizon, conférant ainsi aux livres et aux expositions une très grande cohérence et une unité impressionnante. Je vous mets une image d'exemple à l'écran. Et pour les plus techniques d'entre vous, il a employé du film Kodak plus X125 ASA en 20 par 25 cm. Oui, c'est un négatif énorme. Il a utilisé une jambe d'Irdov montée sur un pied avec un filtre Green sur l'objectif afin de réduire la sensibilité du film et gérer plus facilement les temps de pause. Et dernier livre de cette sélection, Lux in Tenebris, La lumière dans les ténèbres de Vincent Jeandely. Lux in Tenebris de Vincent Jeandely est un livre photographique saisissant, fruit d'une expérience intime et cathartique en haute mer. Tout commence dans l'enfance du photographe lorsqu'il échappe de justesse à la noyade. Ce traumatisme forge en lui une relation ambivalente avec l'eau, oscillant entre fascination et peur. Des années plus tard, il choisit d'affronter cette mémoire en embarquant sur 5 cargos de marine marchande de 2015 à 2020. Il capture la mer dans les ténèbres les plus profondes, livrant une série d'images où se mêlent solitude, angoisse et émerveillement. Les photographies du livre plongent le spectateur dans une obscurité dense où l'immensité liquide semble absorber toute référence. L'absence de lumière totale, par moments, fait écho à son accident d'enfance lorsque la vision se voile avant de sombrer. Mais au cœur de cette obscurité, il y a aussi des lueurs, un phare, un reflet lunaire, une lumière urbaine au loin. Ces éclats rappellent l'instant où, enfant, il rouvre les yeux, entouré de ses proches,
Pour Genli, la lumière en mer symbolise la vie qui triomphe du néant. Le livre est en grand format et adopte une mise en page immersive. Les images sombres se succèdent, en pleine page, parfois ponctuées de petits détails inattendus. La main d'un marin, un objet abandonné, un pont de navire déserté. Chaque cliché témoigne de l'isolement et de la vulnérabilité face à l'immensité océanique, mais aussi une force de résilience et d'acceptation. Lux in Tenebris est plus qu'un projet artistique, c'est une exploration personnelle, une quête de réconciliation avec l'élément qui a failli lui ôter la vie. En photographiant la mer dans sa noirceur absolue, Vincent Genli en révèle aussi la beauté cachée et la fragile lueur d'espoir qu'elle contient. Je rajoute des petits exos, vous me dites en commentaire si ça vous plaît, si oui j'en mettrai de temps en temps à la fin des vidéos. L'idée c'est juste de permettre à ceux qui ont envie de bosser un petit peu et de s'améliorer en photo, d'avoir des pistes pour travailler qui sont en lien avec le thème de la vidéo qu'ils regardent. Voilà. Il y en a quelques-uns qui arrivent, vous direz ce que vous en pensez. Et comme d'hab, je vais faire ça par niveau, et le niveau 1 ça va être se souvenir. L'exercice, c'est à faire demain, pas évidemment là maintenant, c'est de lister de mémoire les principaux artistes ou œuvres qui ont été mentionnés dans cette vidéo, et de noter pourquoi, en une phrase ou deux, chacun est lié à la mer dans le script. C'est l'occasion d'utiliser le carnet de recherche dont je vous parle tout le temps, et je vous mets un lien ici vers la vidéo de Louise qui vous présentait le concept. L'objectif, c'est de se familiariser avec les références citées et de réaliser la diversité des regards artistiques sur un même sujet. Le niveau 2, c'est la compréhension. L'exercice est de choisir deux approches différentes évoquées dans la vidéo, par exemple les clichés sous-marins de Nicolas Le Floch et les seascapes de Sugimoto, et d'expliquer en quelques lignes comment chaque artiste traite le sujet de la mer et quelles idées principales ou émotions ressortent de son travail. Là, l'objectif il est évident, c'est de montrer votre compréhension des intentions artistiques et de ce qui rend ces visions uniques. Niveau 3, appliquer. À partir d'un autre thème, par exemple un arbre, un bâtiment de la ville, j'en sais fichtrement rien, prenez ce qui vous chante, vous devez reproduire deux approches radicalement différentes. D'un côté, essayer de travailler une vision documentaire, comme chez Nicolas Floch, vraiment très documentaire, scientifique, rationnel, et de l'autre, une version minimaliste et contemplative, proche de ce que peut faire Sugimoto. Vous n'avez pas besoin de faire totalement les images et la série, sauf si ça vous chante, mais déjà, essayez au moins de décrire brièvement à quoi ressemblerait chacune de ces versions de votre projet. L'objectif, c'est de mettre en pratique la notion de même objet, vision multiple, donc la mer, plusieurs projets, pour sentir comment l'intention influe sur la représentation, dans notre cas, par la photographie. Le niveau 4, c'est analyser. Vous comparez deux œuvres de la vidéo, par exemple une photographie de Sugimoto et une de Vincent Genli, et vous identifiez les points communs et les différences sur le cadrage, la lumière, l'émotion suscitée, le rapport au temps, et vous rédigez un court paragraphe pour chacun des points, en soulignant ce que ces différences révèlent de la démarche de chacun. L'objectif, là il est clair, c'est d'analyser en profondeur des choix esthétiques et conceptuels pour comprendre leur impact sur le sens d'une œuvre. Le niveau 5, c'est l'évaluation, et c'est sans doute le plus fun. Vous imaginez que vous devez écrire la préface d'un livre qui regrouperait le travail de 3 artistes cités, par exemple Nicolas Floch, Gert Motmans et Sugimoto. Et vous essayez de réfléchir à l'angle critique que vous adopteriez. Vous mettez en avant les points forts et les limites de chaque démarche, vous discutez de leur place dans l'histoire de la photographie ou de l'art, et vous expliquez pourquoi la démarche de chacun est importante dans la question de la relation entre l'humain et la mer. Là, l'objectif, c'est tout simplement de porter un jugement argumenté et de situer la pertinence de chacune de ces démarches au regard des enjeux contemporains et de l'histoire de la photographie en général. Et enfin, le niveau 6, c'est un exercice où vous devez concevoir une mini-série, ou un moodboard si vous voulez pas le faire complètement, sur un sujet banal. La table de cuisine, le coin de la rue, un objet, comme d'hab, vous prenez ce que vous voulez, avec 3 styles différents. Un style poétique et immersif, documentaire et minimaliste. Vous donnez à chacune de ces mini-séries un titre et vous expliquez brièvement l'intention artistique derrière chacune. Mais les 3 à partir d'un même sujet, avec 3 approches différentes comme on a vu ici. Vous essayez globalement de vous mettre dans les baskets de 3 photographes différents qui traitent un même sujet. Là, l'objectif, c'est d'expérimenter la diversité des visions et d'apprendre à articuler un propos artistique différent autour d'un même sujet. Parce que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, et je vous mets un lien, je crois qu'il y a un article sur le blog dessus. Il y a des photographes qui bloquent parce qu'ils pensent que tout a déjà été fait en photographie et dit. Dans cet article, je reviens sur le sujet et je montre que non. Mais là, ça vous permet vraiment de vous y confronter vous-même, de vous mettre le pied à l'étrier, je sais pas quoi, pour justement, par la pratique, comprendre que oui, en effet, tout a peut-être déjà été fait, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas vous l'approprier et prendre un angle à vous. Donc, au boulot. Et l'astuce finale, vous n'hésitez pas à varier les médiums ou à mixer dessin, photo et écriture, comme certains artistes de la vidéo, pour les collages, les carnets de bord, etc. Le but est de réaliser que le regard que vous portez sur le sujet est tout aussi important que le sujet lui-même et que le médium que vous utilisez pour retranscrire ça. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pas pu tout mettre dedans, il y a un autre photographe qui s'appelle Anouar Padjan que j'adore, je vous mets le lien en description, mais il a fallu faire des choix. Dans le même esprit, n'hésitez pas à me donner vos références de photographes qui ont travaillé sur la mer, peut-être plein de choses chouettes que je vais découvrir autour de ce sujet, donc on se file nos petits tips et nos meilleurs bons plans. J'espère que ça vous a donné une idée de comment, à partir d'un seul thème, on peut traiter ça de plein de façons différentes, et j'espère que ça vous inspirera pour vos travaux. Et je peux pas terminer cette vidéo sans un petit clin d'œil. Coucou, papa. Mon père adore la mer et la plongée, il partage toutes mes vidéos sur son Facebook depuis des années
à ses quelques amis sur son compte. Je sais pas si ça les intéresse vraiment, mais voilà, systématiquement il partage ses vidéos. Je sais pas s'il les regarde par contre, mais s'il a fait autrement pour celle-là et qu'il s'est dit tiens, ça parle de la mer, je vais la regarder. Coucou papa. Merci à tous, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo qui vous aident toujours dans ces démarches, tout ça. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, liker la vidéo, la partager, c'est super important pour aider à développer cette chaîne. Je compte sur vous et à la prochaine. Salut!